Le 23 décembre 1995, 16 cadavres sont retrouvés calcinés dans une forêt du Vercors. La première chose qu'on se dit, c'est absolument invraisemblable. 16 morts dans le Vercors, dans un coin perdu, 3 enfants de 4 et 6 ans. D'emblée, c'est une enquête hors norme. À la même époque, 4 autres brasiers sont découverts en Suisse et au Canada. 74 morts au total, des victimes qui ont un point commun. Elles sont toutes membres d'une secte, l'Ordre du Temple solaire. L'Ordre du Temple solaire, c'est un espèce de fourre-tout, une espèce de mélange de plein de mouvements religieux ou ésotériques. S'agit-il d'un meurtre rituel, d'un assassinat commandité? Très vite, les enquêteurs envisagent une autre piste, celle du suicide collectif. C'est a priori ce scénario-là qui est le plus proche de la vérité. Les enquêteurs redoutent le pire. Et si d'autres membres de la secte décidaient à leur tour de se suicider? Et si quelqu'un dans l'ombre continuait de tirer les ficelles, de manipuler les adeptes? Les 2 gourous officiels étant morts, est-ce qu'il y a eu un autre gourou? Est-ce qu'il y a eu un autre maître? Que s'est-il passé dans le Vercors cet hiver 1995? Nous allons lever le voile sur l'une des affaires les plus mystérieuses et retentissantes de ces 20 dernières années, l'affaire de la secte de l'Ordre du Temple solaire. L'affaire commence loin de la France. En Suisse et au Canada, dans la nuit du 5 octobre 1994, des incendies criminels ravagent des habitations exactement au même moment et font 53 morts au total. Le monde entier découvre avec stupeur que les victimes étaient toutes membres d'une secte vaguement inspirée des Templiers, l'OTS, l'Ordre du Temple solaire. Véritable massacre. Au moins 40 personnes sont mortes en Suisse. Il s'agit sans doute d'un suicide collectif dans une secte. Parmi les victimes de différentes nationalités, des enfants. Pourquoi sont-ils morts? Qui se cache derrière cette effroyable tuerie? Pendant de longs mois, les enquêteurs piétinent. Jusqu'à ce qu'1 an plus tard, en France, un événement similaire se produise dans une forêt du Vercors. Une nouvelle série de meurtres qui va enfin permettre aux enquêteurs de dénouer les fils de cette incroyable histoire. Nous sommes le 22 décembre 1995, dans le massif du Vercors, dans les Alpes. Un homme se présente à une gendarmerie locale. Il est intrigué par un événement qui vient de se passer près de chez lui. Il signale qu'il a vu 4 voitures sur un parking en lisière d'une forêt qui sont là depuis plusieurs jours. Ça lui paraît extrêmement suspect. Il y a eu de la neige, il a fait froid. Ces voitures n'ont pas bougé d'un centimètre. Sur ce genre de parking, les véhicules ne restent pas. Et puis, il y avait des plaques d'immatriculation étrangère. Ça intriguait aussi. Nous sommes en plein hiver. Les températures sont en dessous de 0. Difficile d'imaginer que les occupants de ces véhicules soient partis faire une randonnée en montagne. Une patrouille de gendarmes se rend immédiatement sur la commune de Saint-Pierre-de-Chérennes, là où sont garés les 4 véhicules. 3 sont immatriculés en Suisse, le 4e dans le sud de la France. Par le système informatique, eh bien, on va tout de suite faire apparaître les propriétaires des véhicules. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre que les propriétaires, eh bien, ils sont déclarés disparus depuis plusieurs jours. Une rapide enquête sur les propriétaires des voitures et leur entourage montre que ce ne sont pas seulement 4 personnes qui ont disparu, mais 16 au total. Et surtout, les gendarmes font une découverte glaçante. Toutes ces personnes ont un point commun. On s'aperçoit très vite que leur point commun, c'est une appartenance à un mouvement qui est l'Ordre du Temple solaire, l'OTS. Un an plus tôt, 53 membres de l'Ordre du Temple solaire avaient été retrouvés morts en Suisse et au Canada. Ces nouvelles disparitions sont donc très inquiétantes. Et si l'OTS avait fait de nouvelles victimes? Les gendarmes mettent immédiatement les grands moyens pour retrouver les 16 disparus.
2 escadrons de gendarmerie mobile, des hélicoptères et des brigades canines arrivent sur place. Tous les environs sont passés au peigne fin. Les véhicules sont minutieusement fouillés à la recherche d'indices. À l'époque, c'est le colonel Langlais qui est chargé des opérations. On a pu ouvrir les véhicules et découvrir un certain nombre de documents. Des téléphones portables, une feuille qui représente un schéma de rituel et un autre document qui s'est avéré être une notice d'emploi pour les alphapages, avec des codes bien sûr. Ils s'aperçoivent assez rapidement qu'il y a des passeports, des documents d'identité qui ont été laissés au vu et au su de tout le monde dans les véhicules. Ces passeports confirment l'identité des 16 disparus. Plus inquiétant encore, des tickets de péage datant du 15 décembre sont également retrouvés. Les véhicules seraient donc garés là depuis 7 jours. Tous ces documents sont mis sous scellé pour être expertisés en urgence. Car il n'y a toujours aucune trace des occupants des voitures. Les gendarmes craignent le pire. Mais où sont-ils? Comment 16 personnes ont-elles pu disparaître ainsi? Stoppés par la nuit, dès l'aube le lendemain, les recherches reprennent. Mais rien ne prépare les gendarmes à ce qu'ils vont bientôt découvrir. L'officier responsable des recherches opérationnelles met en place une vague de ratissage constituée de gendarmes répartis tous les 2 mètres et qui progressent dans la forêt dans une direction donnée. Ils évoluent lentement, ils arrivent seulement sur le plateau, une petite clairière, et sur la droite, un cratère. Et dans ce cratère, là, stupéfaction, horreur, ils découvrent 16 corps. La première chose qu'on se dit, c'est absolument invraisemblable, 16 morts dans le Vercors, dans un coin perdu, 3 enfants de 4 et 6 ans. On se dit tout de suite comment c'est possible, et c'est vrai que c'est une affaire qui est objectivement totalement hors norme. Au fond d'un cratère au nom prédestiné, le trou de l'enfer, 16 corps sont disposés de manière à former une étoile. Donc les victimes sont réparties en cercle autour d'un tas de cendres. Elles sont la plupart sur le dos, la tête tournée vers l'extérieur. La plupart d'entre elles avaient également la tête recouverte d'un sac plastique. Les parties inférieures se trouvant vers le centre du foyer, pour la plupart, étaient complètement calcinées. Et il y avait 2 corps en position divergente, c'est-à-dire qu'elles avaient basculé, la tête vers le centre du foyer, l'une sur le dos et l'autre face contre terre. Et c'est une scène qui est assez insoutenable et difficile à appréhender. Même quand on est un gendarme formé à des scènes de crime. Que s'est-il passé? Pour tenter de découvrir les circonstances exactes de la mort, les corps sont envoyés à l'Institut médico-légal de Grenoble pour une autopsie. De leur côté, les enquêteurs fouillent le fond du cratère à la recherche d'éléments matériels. Et rapidement, ils trouvent les premiers indices. À côté de ce foyer, on a découvert également un amoncellement d'objets, des jerrycans en plastique et 2 pistolets 22 longs rifles à un coup, munis de silencieux. Au pied des 2 victimes qui se trouvaient en position divergente, on a découvert également 2 armes 359 Magnum. Ce sont des armes utilisées généralement par les policiers. 2 jours plus tard, les résultats des autopsies tombent. 51 balles de petit calibre 22 longs rifles ont été tirées au visage et au thorax sur 14 des victimes. Les 2 autres, celles dont les corps sont en position divergente, ont été frappées d'un tir de gros calibre de type 359 Magnum porté à la bouche. Ces 2-là se sont sans doute suicidés. Tous ont ingéré des tranquillisants avant de mourir. Première certitude pour les enquêteurs, grâce aux tickets de péage trouvés dans les véhicules, ces 16 personnes se sont rendues dans le trou de l'enfer dans la nuit du 15 au 16 décembre 1995, soit une semaine avant la découverte des cadavres. À l'époque, le juge Luc Fontaine est chargé d'instruire ce dossier. Une fois qu'on sait comment ils sont morts, on peut après commencer à travailler, j'allais dire, le fond de l'affaire, c'est-à-dire
Pourquoi sont-ils morts? D'emblée, c'est une enquête hors norme. D'abord par les circonstances du crime, ou en tout cas de la scène de crime, et puis ensuite par la personnalité des victimes, puisque là, le juge d'instruction, Luc Fontaine, va devoir s'intéresser et se plonger dans les méandres d'une secte, d'une organisation qui a déjà fait parler d'elle, avec des massacres commis précédemment au Canada et en Suisse. Que s'est-il passé dans la nuit du 15 au 16 décembre 1995 dans ce massif alpin? Le juge d'instruction se plonge dans l'univers de la secte afin de percer le mystère de ce charnier. Nous sommes le 15 janvier 1996 à Grenoble, soit 3 semaines après la macabre découverte. À ce stade de l'enquête, 2 pistes sont privilégiées par le juge d'instruction. S'agit-il d'un crime en vase clos ou d'un assassinat commis par une tierce personne? Pour comprendre ce qui s'est passé dans le trou de l'enfer, les enquêteurs doivent se plonger dans l'histoire de l'ordre du Temple solaire. L'ordre du Temple solaire, c'est une espèce de salmigondis, une espèce de mélange de plein de mouvements religieux ou ésotériques. Vous y trouvez un peu de religion chrétienne, vous y trouvez un peu de Rosicruciens, vous y trouvez un peu de franc-maçonnerie. C'est un mouvement qui mélange un peu tout. Disons, c'est un espèce de fourre-tout. 2 noms reviennent en permanence, Luc Jouret et Jody Mambro. Quel est leur rôle exact au sein du mouvement? Jody Mambro est le premier gourou de la secte. Originaire du sud de la France, c'est un bijoutier déjà connu des services de police pour des petites escroqueries. Dans les années 60, il s'est passionné pour le spiritisme, puis pour l'ésotérisme. Il était assez fasciné par cet exercice d'une sorte de pouvoir, entre guillemets, spirituel qu'on pouvait avoir, l'influence qu'on pouvait exercer sur des gens, comment, dans ces mouvements-là, on marchait comme un seul homme, etc. Et puis, Di Mambro, petit escroc, bijoutier escroc, voit tout le bénéfice qu'il peut tirer de ces mouvements rosicruciens, templiers. Il peut en faire une machine à amener de l'argent. Il cherche toujours de l'argent, Di Mambro. Il n'a jamais d'argent, il veut toujours un peu de fric. Et il se dit, mais c'est formidable. C'est un formidable outil pour ramener du pognon. Et comme il est passionné quand même, réellement, au fond de lui-même, par l'ésotérisme, il voit un excellent moyen de poursuivre sa carrière. Et il s'est dit, tiens, mais pourquoi je ne montrerai pas, moi aussi, ma structure à moi, quoi. Jody Mambro crée sa première structure sectaire en 1976. Ce mouvement deviendra la base de l'ordre du Temple solaire. C'est ainsi que commencent toutes les légendes. Une histoire qui remonte à l'aube des temps. Et nous ne ferons ce soir que soulever un coin du voile en vous disant qu'en ces temps immémoriaux, les dieux se partagèrent entre eux la terre entière. Il se fait passer pour guérisseur, il dit qu'il est médium, qu'il peut communiquer avec les morts. Di Mambro s'est pas constitué en tant que gourou du jour au lendemain. Il a construit sa propre doctrine. Et sa propre doctrine empruntait également à la notion templière, c'est-à-dire cette idée que le groupe est chargé d'une mission, sauver une humanité décadente. Donc, le but de Di Mambro, c'était à la fois de grandir, de créer un vrai mouvement templier, ce qui lui permettrait à la fois d'exercer le pouvoir et de vivre très bien. Au fil des années, Di Mambro réunit un petit groupe de fidèles, tous acquis à sa cause, et voyant en lui un être doué de talents surnaturels. Et alors qu'il cherche à recruter toujours plus d'adeptes, une rencontre va tout changer. Au début des années 80, il fait la connaissance de l'homéopathe belge Luc Jouret, une rencontre déterminante qui donnera naissance à l'ordre du Temple solaire. Ils se sont aperçus qu'ils étaient parfaitement complémentaires. Jody Mambro, manipulateur, mais manquant de charisme. Luc Jouret, beau mec, parlant bien, et qui pouvait être un agent recruteur formidable. C'est l'allumette qui allume la mèche. L'un chacun de son côté, ils ne sont pas dangereux. Mais les deux mis ensemble, c'est un cocktail super explosif.
En qualité d'homéopathe, Luc Jouret organise de nombreuses conférences entre l'Europe et l'Amérique, mettant ainsi en place une véritable méthode de recrutement. Très rapidement, l'OTS compte plus de 500 adeptes, parmi eux, de nombreux Français. À ce stade de l'enquête, les gendarmes portent toute leur attention sur Luc Jouret et Joe Dimambro. Ont-ils joué un rôle dans le massacre du Vercors ? Ils découvrent que les deux hommes avaient mis en place des cérémonies au cours desquelles les adeptes de l'OTS se réunissaient pour vénérer des êtres supérieurs. On fait croire qu'on va avoir accès à une connaissance supérieure et à un au-delà bien meilleur que le commun des mortels. Donc, des gens tombent là-dedans, faibles psychologiquement, et ça donne l'ordre du Temple solaire. Voilà, c'est ça l'ordre du Temple solaire. Dimambro et Jouret sont les suspects numéro 1 dans cette affaire. Mais quel était leur objectif? En premier, s'enrichir sur le dos des membres de la secte. Ensuite, après les avoir dépossédés de tous leurs biens, diriger leur vie intime. Ils cassent des couples pour en former d'autres, et les gens acceptent. Pour vous dire à quel point ils étaient manipulés et donc complètement malléables. Et tous les deux étaient des personnages qui avaient une très très grosse libido sexuelle, qui avaient des gros besoins. Donc évidemment, pour eux, les adeptes de la secte du Temple solaire, c'était une formidable, non seulement machine à fric, mais aussi, si vous me permettez l'expression, machine à baiser. Ils avaient tout sous la main. Ils avaient le pognon, ils avaient les hommes et les femmes dont ils avaient envie sexuellement. C'était une machinerie qui a très très bien fonctionné pendant des années. Les enquêteurs font alors une découverte importante. En 1982, une des adeptes, Dominique Bellaton, tombe enceinte. Vous avez un moment, par exemple, où Dimambro féconde une de ses adeptes. Et il est embêté parce que c'est pas prévu. Donc il est obligé de mettre sur pied une mise en scène pour faire croire à l'ensemble de la communauté que la jeune femme va porter le Messie. Et il met en scène la fécondation du ventre de cette jeune femme par le truchement d'une épée qu'il a bricolée. Donc Joe Dimambro va apposer l'épée sur le ventre de Dominique Bellaton. Hop, petit truc de farce et attrape et de fête foraine. Il y a un petit bouton au bout de l'épée. Un éclair jaillit de l'épée. Paf, ça y est. Dominique Bellaton est enceinte de l'enfant cosmique. Cet enfant va être coupé de toute relation humaine, sous prétexte de le garder le plus pur possible. Donc il y avait même des interdits qui concernaient les adeptes les moins évolués, qui ne pouvaient pas approcher l'enfant à des distances moindres de 60 mètres, par exemple. Cette idée-là, elle ne peut être acceptée que par des gens qui rentrent dans une autre logique que la nôtre. Les adeptes de l'ordre du Temple solaire, dont les 16 victimes du Vercors, sont manipulés depuis de nombreuses années par Joe Dimambro et Luc Jouret. Et il arrive un moment où cette soumission est telle qu'il n'y a plus de marche arrière possible. Et que quoi que demande le gourou, l'exécution sera faite par les adeptes qui sont placés dans cet état d'endoctrinement et de processus d'embrigadement. Jusqu'où cet embrigadement va-t-il les mener? Quelles limites les membres de la secte sont-ils prêts à franchir? Nous sommes en mars 1996, soit 3 mois après la découverte des 16 victimes du Vercors. Pour résoudre le mystère de ce carnage, les enquêteurs français continuent leurs recherches sur la secte de l'ordre du Temple solaire. Ils découvrent que 4 ans plus tôt, une partie des adeptes a remis en question l'autorité et l'idéologie des gourous. Ils vont sentir que quelque chose cloche en découvrant que leurs deux gourous sont très loin de s'appliquer à eux-mêmes les préceptes et les conseils qu'ils donnent à leurs adeptes. D'abord, Luc Jouret se déplace beaucoup, voyage beaucoup, de préférence en Concorde, toujours en première classe, dans les meilleurs hôtels. Joe Dimambro, qui a une passion pour les véhicules de prestige et de luxe, ne va pas se priver d'en louer ou d'en acheter. Il y a également des investissements immobiliers qui sont très éloignés des préoccupations spirituelle de cette mouvance templière. Ils vont commencer à se rendre compte de tout ça, à se rebeller. Certains voudront quitter la secte, mais certains voudront quitter la secte en demandant leur dû
on vous a donné tant d'argent, rendez-le-nous. Et cette grogne qui monte est en train d'alimenter une mécanique diabolique. Au début des années 90, de nombreux adeptes quittent la secte. Une hémorragie qui va totalement désorganiser son fonctionnement. Les deux gourous s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus la contrôler. Au même moment, la justice canadienne va s'intéresser à l'ordre du Temple solaire. Depuis 10 ans, la secte s'est implantée au Canada et Luc Jouret y a recruté de nombreux adeptes. Il se trouve que par différents concours de circonstances, la Sûreté du Québec va les mettre sous surveillance, sous écoute téléphonique, et qu'on va découvrir des conversations entre Jouret et différents membres de la secte du Temple solaire. Un des gros donateurs du mouvement qui commençait à demander des comptes et qui voudrait bien qu'on lui rembourse tout ce qu'il avait avancé à l'ordre du Temple solaire. Et là, Jouret s'est dit, si on commence comme ça, c'est le début de la fin, il faut absolument faire taire ce bonhomme. Et c'est pour ça, a priori, qu'il essaie de se procurer une arme. Luc Jouret décide d'éliminer les adeptes dissidents. Et c'est en cherchant une arme pour mener à bien sa mission qu'il se fait repérer. Et la Sûreté du Québec, qui pense avoir affaire à des terroristes qui cherchent une arme avec un silencieux, tombe en fait, sans le savoir, sur une secte apocalyptique. Le 15 juillet 1993, Luc Jouret est condamné par la justice canadienne à une peine symbolique de 1 000 $ d'amende pour trafic d'armes et complot. L'histoire de l'arme et du silencieux du Québec va faire le tour des adeptes, non seulement au Québec, mais aussi en Suisse. Et donc on assiste à la fois à tout ce mouvement de quelques personnes qui n'ont plus tellement confiance, qui commencent à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la secte, et à côté on a affaire à la parano, à la vraie parano des gourous. Ils sont sûrs que la terre entière leur en veut, ils sont sûrs qu'ils sont sur écoute, que le monde entier les écoute, ils sont sûrs que tous les services secrets du monde entier leur en veulent. Mais on arrive à ce moment explosif où la secte du Temple solaire va décider de se saborder. Septembre 1994, soit 14 mois avant le drame du Vercors, l'OTS affiche son visage le plus sombre en basculant dans le meurtre. À cette époque, Tony et Niki Dutoit, un couple très proche des gourous, décident de quitter la secte et menacent de révéler toutes les supercheries de l'ordre du Temple solaire. Mais c'est la naissance de leur enfant qui va signer leur arrêt de mort. La goutte qui va faire déborder le vase, c'est la naissance d'Emmanuel, l'enfant du couple Dutoit au Canada, et qui est perçu comme un rival de l'enfant cosmique. Et ça, c'est un crime de lèse-majesté. Pour Jody Mambro, il ne supporte pas cette idée-là. Une idée tellement insupportable pour Jody Mambro qu'il va envoyer 2 adeptes dans la ville de Morin Heights au Canada pour assassiner la famille Dutoit. Et il envoie Joël Heger et Dominique Bellaton en mission pour éliminer physiquement les 3. Non seulement les parents, mais aussi le bébé, qui va être tué avec un pieu lui transperçant le cœur, comme on le ferait dans les rituels pour éliminer les vampires. Les époux Dutoit et leur nouveau-né sont retrouvés carbonisés dans l'incendie d'un chalet. À leur côté, un autre couple de fidèles. Ce massacre n'est que le premier d'une longue série, car en Suisse, les gourous vont tendre un piège à d'autres dissidents. De retour du Québec, Joël Heger va continuer la besogne. Donc on convoque les traîtres à Chéry. C'est tout un tas d'adeptes venant de différents endroits où est implanté le mouvement, qui viennent en toute bonne foi, pensant que les affaires financières vont être définitivement réglées. C'est-à-dire que ceux qui ont beaucoup donné vont être remboursés, donc ils viennent sans se méfier. Le piège a parfaitement fonctionné. D'après l'enquête suisse, Joël Heger et Luc Jouret auraient enfermé les 23 adeptes dans une ferme située à Chéry, puis les auraient assassinés. Un règlement de compte au mode opératoire qui fait froid dans le dos. Et les uns après les autres, on les tue, d'1 ou 2 balles dans la tête ou dans la poitrine. On leur met des sacs poubelles. Une nuit folle et meurtrière, car à 150 km de là,
les enquêteurs découvrent un autre charnier. Bonsoir, une cinquantaine de membres d'une secte ont péri dans de mystérieuses conditions ce matin en Suisse. Massacre ou suicide collectif, les corps ont été découverts à la suite d'incendies. Cette nuit-là, en Suisse, la ferme de Chéry et 3 chalets à Salvan sont retrouvés en flammes. 48 corps sont retirés des décombres. Mais à Salvan, c'est la stupeur. Joe Dimambro, Luc Jouret, ainsi que l'enfant cosmique font partie des victimes. La thèse de l'assassinat ne tient plus. Pourquoi les responsables de la secte se seraient-ils donné la mort? Et au bout du compte, tout le monde va accepter d'être drogué, empoisonné. Et un système de mise à feu a été mis en place qui va mettre le feu au chalet. Et tout le monde va mourir asphyxié au sein du chalet de Salvan. Le sabordage de la secte a fait 53 morts en une seule nuit. La police suisse découvre que les 2 gourous et une partie des adeptes se sont suicidés conformément à leur idéologie pour faire ce qu'ils appelaient un transit. Les policiers suisses nous ont expliqué ce qu'était un transit. Il s'agissait en fait d'une mort violente par suicide pour donc que l'âme rejoigne la planète Sirius en l'attente d'une réincarnation. Ce sont les thèses qui étaient développées au sein de l'OTS. Et pour eux, donc, il n'y avait aucune crainte de mourir puisque le salut venait de cette idéologie. Voilà. Le mode opératoire de Salvan rappelle le carnage du Vercors. Les enquêteurs français ont-ils enfin les réponses à leurs questions? Le système manipulatoire de Luc Jouret a fait qu'il leur a parlé sans arrêt de ça. Sans arrêt, ça revenait, ça revenait. C'était presque obsessionnel chez lui, cette notion de mort ou de vie après la mort, ailleurs. Il leur a semblé tout à fait normal de poursuivre le chemin avec lui jusqu'au bout. Grâce aux témoignages d'adeptes survivants et aux conclusions des enquêtes suisses et canadiennes, le juge Fontaine commence à entrevoir le scénario du drame qui s'est déroulé en France. L'enseignement du temple solaire continue par le biais de la doctrine qui a été délivrée pendant des années aux adeptes. Et c'est pas parce que le leader disparaît que l'emprise liée à l'enseignement disparaît. Il faut bien comprendre que dans la logique de l'adepte, un gourou mort est parfois plus efficace qu'un gourou vivant. On sait aussi que dans les testaments laissés au moment des massacres de 94 par Joe Dimambro, il y a des phrases très très claires où Dimambro dit clairement que ceux qui voudront le rejoindre dans l'au-delà sont le bienvenu. Ils comprennent que les 13 adultes morts dans le Vercors souhaitaient quitter ce monde pour rejoindre Joe Dimambro et Luc Jouret sur l'étoile Sirius. Les gens qui sont décédés dans le Vercors, enfin les adultes, étaient frustrés de ne pas avoir été appelés lors des précédents transits qui s'étaient produits en Suisse. Certains m'ont dit on est meurtri. Joe Dimambro devait considérer que nous n'avions pas atteint un niveau suffisant pour l'accompagner lors du premier transit. Le juge Fontaine arrive au fil des semaines à reconstituer un scénario. Et le scénario, c'est celui d'un conditionnement d'une poignée d'adeptes qui veulent retrouver leurs 2 gourous et qui veulent prendre le même chemin, celui de Sirius. Mais si Jouret et Dimambro sont morts en Suisse, qui a organisé le massacre du Vercors? Un couple d'adeptes survivants va apporter la réponse aux enquêteurs. Il met en évidence le rôle d'une des victimes, la psychothérapeute suisse Christiane Bonnet. Un petit groupe va se reconstituer autour d'une femme qui s'appelle Christiane Bonnet, qui progressivement va recoller les membres du groupe, à nouveau les inviter à des réunions, à des cérémonies, à des réflexions, à du rêve éveillé, puisqu'elle, c'est soi-disant une spécialiste du rêve éveillé. Elle va notamment convaincre les adeptes qui sont restés qu'elle-même est en contact avec les gourous et qu'elle a le mode d'emploi, finalement, pour satisfaire ceux qui sont restés et qui sont un peu esselés, qui sont tristes de ne pas être partis lors des premiers transits. Eh bien,
À cela, elle va offrir un autre itinéraire. Cet autre itinéraire, il ne passe pas par la Suisse, il passe par la France, il passe par le Vercors, il passe par le trou de l'enfer et il passe par une froide nuit d'hiver. Les adeptes avaient tout préparé pour rejoindre leur gourou dans la mort. Tout d'abord, ils se sont procurés des armes. Les 2 pistolets manurins trouvés entre les jambes des corps en position divergente étaient les armes de service des 2 policiers appartenant au groupe. Les enquêteurs découvrent aussi que les adeptes de Saint-Pierre-de-Chérennes avaient même avisé leurs proches de leur volonté de quitter cette terre. Plusieurs personnes avaient effectivement manifesté leur intention de participer à un transit et on avait fait part à des tiers ou à de la famille. Madame Bonnet l'avait écrit au mois d'août à sa mère. D'après le juge d'instruction, le charnier du Vercors serait la scène d'un crime rituel. Les adeptes de l'OTS voulaient mourir et emporter leurs enfants avec eux. Il n'y a pas de témoins survivants, donc c'est forcément par l'expertise, par des gens de haut niveau, qu'on peut tenter de déterminer avec plus de fiabilité possible ce qui a pu se passer. Et à partir du moment où on se rend compte que ce qui s'est passé le 16 décembre à Saint-Pierre-de-Chérennes ne nécessite pas de complicité extérieure, c'est un élément important pour dire que potentiellement, il est possible dans un premier temps et très très probable dans un deuxième temps que les meurtres aient été commis à huis clos. L'enquête va démontrer que les adeptes avaient pris soin d'imiter les massacres de Salvan en Suisse. La disposition rituelle des corps en soleil ou étoile. L'absorption de médicaments, les sacs plastiques sur la tête, l'utilisation d'armes à feu et la carbonisation des corps. À partir de ces éléments, les gendarmes commencent à entrevoir un scénario plausible de cette nuit fatale du 15 au 16 décembre 1995. Six mois après le drame du Vercors, les enquêteurs peuvent échafauder un premier scénario. Les adeptes auraient été informés par le biais de leur alphapage, l'ancêtre du téléphone portable, que le transit vers Sirius était imminent. Ces appareils leur permettaient une grande discrétion, notamment vis-à-vis des oreilles indiscrètes, notamment les policiers. Donc ils ont reçu le top. Ces personnes ont quitté leur domicile, qui se situe soit en Suisse, soit dans le Vaucluse, vers 22 h, en laissant la machine à laver fonctionner, en n'éteignant pas les lumières. Eux, ils étaient conscients de l'imminence du transit. Tous vont se retrouver dans le Vercors, à Saint-Pierre-de-Chérennes, dans un endroit assez perdu, il faut bien le dire. On peut imaginer qu'il y a eu des repérages. Ce lieu présente 2 avantages. D'abord, sur le plan de la commodité, donc il se situe à mi-chemin entre le Vaucluse et la Suisse. Et d'autre part, il offre toute la sécurité en matière de silence. On suppose que le massacre a été précédé d'un rituel. Et puis, imaginez, des tirs à 53 reprises, ça doit faire du bruit, donc il faut être tranquille. Les gendarmes imaginent la scène qui a suivi l'arrivée des voitures sur le parking de Saint-Pierre-de-Chérennes. On ferme les portes à clé de chaque voiture. Toutes les personnes sont gantées, raison pour laquelle on ne trouvera aucune empreinte digitale nulle part. Ce petit cortège de 16 personnes se met en branle, monte un petit sentier de nuit. On monte avec des armes, naturellement, peut-être des bidons d'essence, à moins que les bidons d'essence aient été convoyés par un membre du groupe avant, mais on peut imaginer qu'ils montent avec des bidons d'essence. On sait qu'il fait nuit, ça c'est absolument certain. On sait qu'il fait froid, on est au mois de décembre. On arrive dans cette clairière, une espèce de cratère. Les gens se mettent en place, il y a un ordre préétabli, un schéma préétabli qui a été dessiné. Et là, on sait que chaque adepte va prendre des médicaments. Chacun met un sac en plastique sur sa tête, s'allonge. Si vous voulez, le scénario le plus vraisemblable, il n'y en a pas d'autre de toute façon, et je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. On procède donc à l'assassinat des 14 premières personnes, dont les 3 enfants. Les 2 derniers survivants sont nécessairement les 2 qui se sont donné la mort avec les revolvers de la police nationale.
Lardanchet et Friedli. Jean-Pierre Lardanchet, un ancien policier français, et André Friedli, un architecte suisse, auraient été choisis par les autres adeptes pour les tuer et terminer le rituel. Ils se seraient ensuite suicidés. Les pistolets manurins trouvés à leurs pieds permettent d'avancer cette thèse. Ce sont des armes de gros calibre, donc ça correspond parfaitement donc, à l'impact qu'on a découvert dans la bouche de ces deux victimes. Et on voit mal une intervention extérieure obligeant une personne à ouvrir la bouche pour lui tirer donc, un projectile dans la gorge. Ceux-là vont, avant de se donner la mort, mettre sur le corps de leur corps religionnaire victime des bois, un peu d'essence, y mettre le feu et de mettre fin à leur jour en se précipitant sur le bûcher. C'est a priori ce scénario-là qui est le plus proche de la vérité, à mon avis. En entendant d'anciens membres de l'OTS, les enquêteurs arrivent à trouver une explication sur l'assassinat des enfants. Ils apprennent que les adeptes ne voulaient pas partir sur Sirius sans leur progéniture. C'est justement leur degré d'endoctrinement, de croyance, qui les a conduits donc à sacrifier leurs enfants. Il ne fallait pas les laisser sur la Terre, où il n'y avait aucun avenir, où l'apocalypse risquait d'intervenir. Il fallait les emmener avec eux sur la planète Sirius. Ça dépasse bien sûr tout entendement, mais il faut se mettre à la place de ces gens-là qui raisonnent totalement différemment. Le 23 mars 1997, 15 mois après le drame du Vercors, un nouveau massacre a lieu au Canada, dans le village de Saint-Casimir. Des victimes de l'OTS sont retrouvées dans l'incendie de leur maison. Mais contrairement aux fois précédentes, des témoins ont survécu. Et là, on va voir, par bonheur, des survivants, des enfants qui vont expliquer ce qui s'est passé, qui vont expliquer que dans un premier temps, leurs parents voulaient les tuer, de la même manière, que s'étant réveillés parce que la bouteille de gaz n'avait pas fonctionné, ils avaient parlementé avec les parents qui leur avaient demandé s'ils acceptaient de les suivre, que les enfants avaient refusé, qu'ils étaient allés se réfugier dans une cabane pendant que les parents mettaient fin à leur jour. Donc vous voyez, là aussi, le mécanisme sectaire permet de se dévoiler à l'occasion de Saint-Casimir au Québec et qui vient conforter quand même, a priori, ce qui s'est passé en Suisse, ce qui s'est passé également en France. Si dans l'affaire du Vercors tout semble résolu, les enquêteurs ont toujours la crainte qu'un nouveau massacre se produise en France. Y a-t-il encore des adeptes de la secte? Et y aurait-il parmi eux un autre meneur? Les deux gourous officiels, Jody Mambro et Luc Jouret étant morts, est-ce qu'il y a eu un autre gourou, est-ce qu'il y a eu un autre maître qui leur a pris la main pour les forcer à transiter vers la fameuse planète, la fameuse étoile Sirius? L'instruction avait en effet démontré que Jody Mambro était en étroite relation avec un célèbre chef d'orchestre suisse fasciné par l'ésotérisme. Cet homme avait souvent été aperçu à leur côté. Les gendarmes ont-ils raison de craindre le pire? Serait-il le troisième gourou de l'OTS? Nous sommes en décembre 1996, soit 1 an après le drame du Vercors. Les enquêteurs sont convaincus que les membres de l'OTS sont toujours actifs et ils redoutent de nouveaux drames. Ils pensent qu'une personne continue d'exercer son emprise sur les adeptes et pour éviter de nouveaux massacres, ils veulent faire la lumière sur l'existence ou non d'un troisième gourou. La justice française commence à s'intéresser à un chef d'orchestre suisse à la réputation internationale, Michel Tabachnik. Tabachnik, c'est un personnage qui est un chef d'orchestre brillant, un élève de Boulez, qui fait de la musique contemporaine. C'est une musique assez obscure. C'est un homme qui, dit-il, a quelques exigences spirituelles. C'est-à-dire qu'il veut, il pense qu'au-delà de la musique, s'élever sur le plan spirituel, c'est important pour l'homme qu'il veut être. C'est comme ça qu'il dit avoir un jour croisé Jody Mambro à la Golden Way et il a retrouvé une communauté d'esprit, au pluriel, qui l'ont séduit, quoi. Interrogé par les gendarmes, Michel Tabachnik reconnaît être l'ami de Jody Mambro depuis 20 ans, mais nie toute appartenance à l'OTS.
Pourtant, dès le lendemain du massacre du Vercors, il s'était défendu dans les médias. Comment voulez-vous que j'aide la police puisque je n'ai aucune idée de la motivation du premier drame et que j'en ai encore moins de la motivation du deuxième drame? Parce que les rapports que j'avais moi avec ces gens, c'était des rapports dynamiques, des rapports, je dirais, heureux, des rapports joyeux. Ces gens-là ont dérapé. Mais vous comprenez, je n'ai jamais imaginé une seconde que Jody Mambro allait s'entraîner dans la mort. Je ne l'ai jamais imaginé. Les enquêteurs vont découvrir alors que Michel Tabachnik était un membre de la secte, contrairement à ce qu'il affirme. Tabachnik, au début de l'affaire, nie son appartenance à l'ordre du Temple solaire. Mais très vite, on retrouve la liste avec les mensurations pour les capes, et on se rend compte que Michel Tabachnik a eu une cape. Il admet finalement avoir parfois porté une cape durant des conférences. Les journalistes continuent à chercher, trouvent des photos où l'on voit Tabachnik en cape de cérémonie ou à genoux devant Di Mambro, et là, il reconnaît son appartenance à la secte. Quel était réellement son lien avec Joe Di Mambro? Aurait-il pu jouer un rôle dans le massacre du Vercors? Tabachnik et Joe Di Mambro, c'est Dupont et Dupont. Vous avez des photos, vous les voyez, ils ont la même tenue, la même chemise rouge. Di Mambro suit en permanence avec les autres adeptes de la secte la carrière de Michel Tabachnik. Tabachnik est chef d'orchestre à Toronto. Toute la secte se déplace à Toronto. Tabachnik est chef d'orchestre à Sydney, en Australie. Toute l'équipe va à Sydney, en Australie. Il est un personnage qui apparaît tout le temps durant les 15-20 ans de vie de l'ordre du Temple solaire. Il y a des photos magnifiques où on voit Tabachnik en Égypte. On les voit en Italie. On les voit à Malte, tous ensemble. Faire des cérémonies au pied des pyramides. Tabachnik est tout le temps avec les membres du Temple solaire. Le juge Luc Fontaine s'interroge sur le rôle et sur la place de Michel Tabachnik dans l'ordre du Temple solaire. Et on se demande si Michel Tabachnik n'est pas le guide spirituel, ou en tout cas un des hauts responsables. Un schéma d'organisation de la secte semble se dessiner. Di Mambro était le cerveau de l'OTS. Luc Jouret, le recruteur, et Michel Tabachnik pourrait être le gourou spirituel. Il a d'ailleurs écrit des livres appelés « Les Archers » qui ont pu servir de base à l'idéologie de la secte. C'est un jargon ésotérique absolument incompréhensible. Mais en fait, ça plaisait beaucoup aux adeptes du Temple solaire. Et c'est là que va naître évidemment l'hypothèse qui a été alimentée et qui est encore alimentée aujourd'hui par de nombreux témoignages. Est-ce que c'est pas le troisième homme? Est-ce que c'est pas l'homme qui a poussé les adeptes au massacre? Vu que dans ses archers, vu que dans ses conférences, Sirius, le transit, ça apparaît régulièrement. Et si le véritable chef de l'ordre du Temple solaire, c'était lui, Michel Tabachnik? Aurait-il pu être totalement conscient de la portée de ses mots, contrairement à ce qu'il avait affirmé dans ses déclarations? Un événement intrigue, c'est une conférence qui a lieu à Avignon 11 jours avant les premiers massacres en 1994. Et là, le discours de Michel Tabachnik est très intrigant puisqu'il semble appeler de ses voeux un passage à une autre dimension, à rejoindre Sirius. Cette réunion se serait déroulée en présence de Luc Jouret et Joe Di Mambro. Michel Tabachnik aurait proclamé que le temps était venu de dissoudre l'ordre du Temple solaire. Tabachnik apparaît de plus en plus aux yeux du juge Fontaine comme l'homme qui reste et qui a eu un rôle important aux côtés de Joe Di Mambro et de Luc Jouret. Et ils se disent, est-ce que ça n'est pas lui qui, à un moment donné, a été le déclencheur du massacre de Saint-Pierre-de-Chérennes? Mais après 5 années d'instruction, les enquêteurs n'ont pas réussi à déterminer clairement son rôle au sein de la secte. On ne pouvait pas l'incriminer dans le processus qui a mené à la disparition physique de plusieurs dizaines d'adeptes. Le juge d'instruction renvoie tout de même Michel Tabachnik devant le tribunal correctionnel de Grenoble pour association de malfaiteurs. Il l'accuse d'avoir touché l'équivalent de dizaines de milliers d'euros de la part de l'ordre du Temple solaire. Mais l'enjeu de ce procès est bien plus grand. La justice espère lever le voile sur toute l'organisation de l'OTS.
Après 15 jours de procès, Michel Tabachnik est relaxé au bénéfice du doute. Le parquet de Grenoble fait appel, mais le chef d'orchestre sera de nouveau acquitté en décembre 2006. Tabachnik dit qu'il a été une victime, on peut le croire aussi. Il dit qu'elle est un bouc émissaire, on peut le croire aussi. Mais on peut aussi croire qu'effectivement, il a une responsabilité morale importante, que quand même, quand on va parler de Sirius et de transit à des adeptes, il devait quand même se douter un peu ce que cela impliquait. Il dit aujourd'hui, c'était un transit sur un plan spirituel, sur un plan intellectuel. Bon, il se trouve qu'au final, ça n'a pas été un transit sur un plan intellectuel ni spirituel, mais sur un plan bien physique. En essayant de s'intéresser à ces écrits, on n'aboutit nulle part, parce que la justice ne peut pas condamner quelqu'un sur la base d'écrits qui sont en plus des écrits ésotériques. C'est impossible. On a été dans une impasse. Et c'est cette impasse qui a aussi exacerbé la colère des familles et puis qui a nourri toutes les thèses conspirationnistes, complotistes autour de ce qui s'est passé dans le Vercors. Au procès de Michel Tabachnik, des familles de victimes vont porter le débat vers une autre thèse. Parmi elles, le fils du champion de ski Jean Vuarnet, Alain, qui a perdu sa mère et son frère dans le massacre. Il n'a en effet rien à voir quand vous vous placez dans le procès avec les circonstances, les vrais faits de la mort des nôtres. Ils ne se sont pas suicidés, on les a tués. Et aujourd'hui, les responsables courent toujours, ils sont dehors. Tout comme Alain Vuarnet, d'autres familles sont persuadées que les victimes ne se sont pas suicidées. Elles estiment ne pas avoir été écoutées par la justice. Pour la plupart des proches, c'est incompréhensible. Comment imaginer que votre fils, votre sœur, votre mère ait pu faire ça, ait pu partir librement en croyant à des choses aussi futiles et aussi bêtes? C'est très très difficile à croire, c'est très très difficile à accepter pour soi-même. Et donc, il va se développer toute une littérature du complot. Le Temple solaire, vous avez une littérature du complot qui est formidable. Ça va du lance-flamme avec les barbouzes, des lance-flammes tenues par les barbouzes de Charles Pasqua, aux petits hommes verts qui sont venus les supprimer. Vous avez toute la littérature complotiste autour du Temple solaire. Elle est magnifique, elle est merveilleuse. Si pour certains, le massacre du Vercors pose toujours question, aujourd'hui, justice a été rendue. En ce qui me concerne, c'est une affaire, bien entendu, qui pour moi maintenant a 20 ans. Vous imaginez effectivement qu'elle est un petit peu ancienne. Mais je dois dire qu'elle me trouble toujours et qu'il m'arrive toujours de me poser des questions, effectivement, sur peut-être ce qu'il aurait été possible de faire en plus. Mais toutes les fois que je me pose ces questions, je me dis, on serait arrivé à rien, parce que je pense qu'on avait humainement tout fait ce qu'il pouvait être fait dans cette affaire. Et dans le fond, je suis persuadé qu'il n'y a plus tellement de mystère autour de l'ordre du Temple solaire. On a pu reconstituer assez précisément ce qui s'est passé. On a pu cerner assez bien tous les personnages. On sait à peu près qui a fait quoi. Alors bien sûr, dans l'ordre du détail, dans l'ordre de certaines petites choses, on ne sait pas. Mais c'est comme dans n'importe quel fait divers, dans n'importe quel crime. Au total, l'ordre du Temple solaire aura compté 576 adeptes. 74 sont morts, assassinés et suicidés. Aujourd'hui, rien ne permet de penser que l'ordre du Temple solaire existe toujours.